Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. Nous allons commencer dans quelques minutes, le temps que les participants puissent nous rejoindre. Je voudrais tout d'abord me présenter, Adnan Zizi, Senior Manager Market Data et investisseur au sein de la Bourse de Casablanca, et je serai le modérateur des différents webinaires. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier webinaire des cycles des conférences, des résultats et perspectives des sociétés cotées, organisés par la Bourse de Casablanca et l'Association professionnelle des sociétés de bourse. Après une première conférence qui a eu lieu le 28 mai dernier, dont les sujets traités ont été la macroéconomie ainsi que le secteur cimentier, à travers les entreprises Lafarge-Holcim et Ciments du Maroc, nous allons poursuivre aujourd'hui avec nos intervenants du jour que je vous présente sans plus tarder.
Il s'agit de M. Anas Khalfi, analyste financier, recherche au sein de CFG Marché. Diplômé du Master Asset and Risk Management de HEC Lausanne, il a rejoint CFG Marché en tant qu'Equity Research Analyst en décembre 2022. Monsieur Anas, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Adnan, vous m'entendez? Oui, très très bien. Alors, je vous donnerai la parole dans quelques instants. J'en profite pour présenter notre deuxième intervenant, Monsieur Ahmed Rocht, responsable analyste et recherche au sein de Valoris Securities. Depuis septembre 2019, Ahmed jouit d'une expérience de plus de 10 ans sur le marché financier marocain, aussi bien en sell-side qu'en buy-side. Il est diplômé de l'ISCAE et dispose d'un master professionnel de l'IAE Nice en ingénierie financière. Ahmed, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Bonjour, bonjour Adnan. Merci. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Nous allons discuter de deux secteurs aujourd'hui. Dans un premier temps, ça sera le secteur matériel, logiciel et services informatiques à travers l'entreprise HPS avec NS, puis le secteur touristique et l'entreprise RISMA avec Ahmed. Je vous laisserai faire vos présentations respectives, puis on ouvrira le débat avec les différents intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, je vais donner la parole à Anas pour sa présentation. Bonjour à tous. Alors, je tiens tout d'abord à remercier la Bourse de Casablanca et la PSB pour l'organisation de cet événement et l'opportunité qu'ils nous donnent aujourd'hui. Alors, dans cette première partie du webinaire, comme l'a expliqué Adnan, on va parler du secteur matériel, logiciel et services informatiques à travers une présentation sur le groupe HPS. Nous allons commencer par vous donner quelques chiffres clés sur le groupe avant de présenter les différentes activités d'HPS. Puis, nous allons faire un petit focus sur la solution phare du groupe HPS qui est PowerCard avant de présenter la ventilation des revenus en 2023. Ensuite, nous allons présenter le plan de développement Accelerate qui a été récemment mis en place par le groupe avant de finir par vous donner quelques indicateurs financiers historiques et prévisionnels avant de conclure par notre recommandation sur la valeur. Alors aujourd'hui, HPS, c'est un groupe qui a généré plutôt en 2023 un chiffre d'affaires d'1,2 milliard de dirhams en servant plus de 500 clients répartis sur tous les continents et dans plus de 95 pays. Le backlog, qui est un indicateur très important à nos yeux parce qu'il donne une certaine visibilité sur les revenus futurs du groupe, s'élève à fin 2023 à plus de 820 millions de dirhams. Alors, un point que je voudrais mentionner sur ce backlog et qui est très intéressant, c'est qu'il est composé à plus de 80% par des revenus récurrents. Ceci implique qu'à partir de 2023, HPS commencera chaque année avec un chiffre d'affaires sécurisé de presque 650 millions de dirhams. Ensuite, je voudrais parler de la recherche et développement, puisqu'HPS alloue chaque année entre 12 et 13% de ses revenus à la R&D. Et ceci traduit pour moi la vision stratégique du groupe qui cherche en quelque sorte à garder toujours un esprit de start-up. Et c'est ce qui l'a mené aujourd'hui avec une solution qui est classée parmi les meilleures au monde. Dernier point, c'est le fait que le groupe dispose de 5 data centers et d'une équipe de support composée de plus de 50 personnes qui sont réparties à travers plusieurs continents. Et cette répartition géographique permet aujourd'hui au groupe de pouvoir adresser n'importe quel client. C'est quelque chose qui est très important parce que dans ce secteur, si une panne survient, il faut qu'elle soit réglée le plus rapidement possible. Alors, le groupe HPS aujourd'hui opère plutôt 3 activités. On a premièrement l'activité historique de paiement. Alors, au sein de cette unité, le groupe développe, installe, commercialise et effectue la maintenance de sa suite de solutions de paiement omnicanal PowerCard. La solution PowerCard est aujourd'hui commercialisée sous principalement 2 business models. On a le business model historique de licence où la solution va être installée sur l'infrastructure propre du client. Et on a le modèle SaaS où la solution va plutôt être installée sur l'infrastructure d'HPS ou bien l'infrastructure d'une tierce partie comme Amazon par exemple. On a aussi un troisième business model qui est en quelque sorte un modèle hybride où le client va avoir la solution sous le modèle licence, mais pour un nombre de transactions défini. Et donc, une fois que ce seuil est dépassé, il va passer sous le modèle SaaS. La deuxième activité du groupe est le switching.
le groupe est l'opérateur du switch marocain depuis son acquisition en 2016 auprès du CMI. Alors, le switch, c'est en quelque sorte le système qui permet de lier toutes les banques au Maroc. Enfin, on a l'activité testing que le groupe opère depuis 2010 à travers sa filiale française ACP Qualif. Et en fait, cette acquisition est née d'un partenariat parce que HPS travaillait avec ACP Qualif qui effectuait justement les tâches de testing ou de qualification de la solution PowerCard. Alors, PowerCard, c'est une suite de solutions qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur d'une transaction électronique. Elle va de l'émission de cartes à la gestion de terminaux de paiement, en passant par le traitement de transactions, la détection de fraude ou encore l'analyse de données. Aujourd'hui, elle est reconnue mondialement comme l'une des meilleures solutions et elle se distingue par ses standards de sécurité élevés, sa fluidité et ses capacités de traitement. Historiquement, elle était plutôt à destination des institutions financières, mais avec la digitalisation de notre économie, son usage s'est étendu à d'autres secteurs tels que les opérateurs télécoms, la grande distribution ou des groupes pétroliers. Selon moi, le point fort de PowerCard est la flexibilité qu'elle accorde à ses clients. Et cette flexibilité, on peut la fragmenter en plusieurs points. Premièrement, le fait qu'elle soit commercialisée sous différents business models. Et donc, elle peut être adressée à un grand groupe qui veut que la solution soit installée sur son infrastructure propre, tout comme elle peut s'adresser à un petit client qui va prendre plutôt le modèle SaaS et donc ne pas avoir des coûts d'infrastructure élevés à supporter. Deuxième point est la modularité. Comme vous pouvez le voir en dessous, la solution est composée de plus d'une dizaine de modules et donc HPS a fragmenté sa couverture de la chaîne de valeur pour pouvoir adresser tout type de client. Même un client qui a un besoin spécifique, il pourra s'adresser à HPS et donc ne pas avoir à porter des coûts qui sont relatifs à une partie de la solution qu'il n'utilisera jamais. Enfin, l'unicité d'architecture. Ce qu'il faut savoir, c'est que HPS a mis un point à développer presque intégralement sa solution de façon interne, et donc elle a été développée sur une seule et unique architecture. Cette unicité permet aujourd'hui une facilité d'implémentation et de complémentarité entre les différents modules. Un point que je voudrais mentionner, c'est que dans cette industrie en général, l'innovation est le fait de petits acteurs. Et donc, l'extension de la présence sur la chaîne de valeur se fait en général par croissance externe, ce qui peut poser des problèmes quant à la complémentarité des différentes solutions. Chose dont HPS ne souffre pas puisqu'elle a développé elle-même presque entièrement sa solution. Alors, en 2023, comme on peut le voir, le principal contributeur au chiffre d'affaires a été l'activité paiement et c'est ce qui devrait se maintenir dans le futur. Alors, cette activité est divisée en plusieurs sous-segments. On a d'abord les projets PowerCard qui sont relatifs aux ventes de la solution sous le modèle licence. Ensuite, on a l'upselling qui en fait représente les ventes de modules complémentaires à des clients qui ont déjà la solution, la maintenance, le modèle SaaS dont on en parlait précédemment, et enfin les revenus transactionnels qui représentent le modèle hybride. Quant à la répartition par région, on voit que le continent dominant est l'Afrique, et ceci s'explique simplement par le fait que HPS se soit d'abord développé en Afrique et au Moyen-Orient, d'où la part importante aussi du Moyen-Orient proportionnellement à la taille de la région. Et puis, je voudrais mentionner un petit fait intéressant, c'est que HPS a ouvert son premier bureau en Asie en 2017. Et on a vu une montée en puissance de la région au fur et à mesure. La contribution du continent asiatique était d'à peine 5% en 2021 et elle est aujourd'hui de 12%. Le continent américain pourrait suivre la même logique puisque le groupe a récemment ouvert son premier bureau au Canada et donc on pourrait assister à une croissance ou une trajectoire similaire. Alors, afin de profiter du dynamisme de son industrie, HPS a récemment mis en place un nouveau plan de développement qui s'appelle Accelerate.
Alors, ce plan de développement vise notamment à capitaliser sur le lancement récent de la dernière version de la solution PowerCard pour réaliser pleinement tout le potentiel de la société. Comme vous pouvez le voir, ce plan adresse différents axes, que ce soit en termes de croissance, d'efficacité, ou même des questions sur lesquelles on va un peu moins se concentrer aujourd'hui, telles que les standards ESG ou la qualité de l'offre produit et services et l'environnement de travail. Alors, même si on va moins se concentrer sur ces questions aujourd'hui, euh, il ne faut tout de même pas les négliger. Et de ce fait, par exemple, on peut parler de la rétention de talents, qui est un enjeu majeur pour le groupe, puisque, comme vous pouvez le savoir, dans le secteur IT, aujourd'hui au Maroc, il y a une concurrence accrue pour les personnes qualifiées. Et à cet effet, HPS a réalisé l'année dernière un plan de stock option réservé aux collaborateurs qui vise à fidéliser le personnel. Alors donc, au sein de ce plan de développement, nous, on a identifié deux enjeux majeurs en termes, on va dire, de réalisation financière. Premièrement, on a en termes d'activité un objectif de chiffre d'affaires compris entre 2,2 et 3 milliards de dirhams contre 1,2 milliard en 2023. Et en termes de rentabilité, une marge d'EBITDA comprise entre 25 et 30 contre 20,7 en 2023. Alors, pour réaliser cet objectif de chiffre d'affaires, HPS pourra capitaliser sur plusieurs leviers. Premièrement, on a tout simplement le fait qu'elle opère dans une industrie qui est très prometteuse. En fait, le volume de transactions électroniques est supposé croître selon un TCAM supérieur à 15% à moyen terme. Deuxième point, on peut mentionner le lancement de la dernière version de PowerCard. Historiquement, chaque lancement d'une nouvelle version a été suivi par une croissance annuelle moyenne de plus de 20% sur les 5 années suivantes. Troisième point, et c'est le premier point que vous avez ici marqué, est la résilience du groupe avec une augmentation de la part des revenus récurrents. Le groupe ambitionne d'avoir 60% de revenus récurrents en 2027 contre 47% en 2023. Alors, cette augmentation devrait émaner tout simplement de l'usage de plus important de l'externalisation au sein de l'économie moderne, mais aussi capitaliser sur la dernière version de la solution qui a été optimisée pour fonctionner dans un environnement cloud. Autre point, c'est l'expansion de la couverture géographique. Le groupe vise une contribution à hauteur de 30% des régions Asie-Amérique contre 17% en 2023. Et comme je l'ai mentionné précédemment, le groupe vient d'ouvrir un bureau au Canada et a déjà signé un contrat important avec une grande banque canadienne. Dans la région Asie, le groupe s'était établi en 2017, puis l'année dernière a ouvert un second bureau pour répondre aux besoins grandissants de son activité. En termes de rentabilité opérationnelle, on a là aussi plusieurs leviers sur lesquels le groupe pourra capitaliser. Premièrement, on a le plan de convergence qui vise à réduire le nombre de versions opérées par les clients d'une quarantaine à une dizaine. Et donc, cette réduction du nombre va automatiquement permettre une plus grande mutualisation des infrastructures matérielles et même humaines. Aujourd'hui, HPS est dans l'obligation d'avoir des employés qui ont une expertise sur 40 versions, alors que dans le futur, ce sera plus qu'une dizaine de versions. Deuxième point, ça va être l'ouverture du bureau en Inde qui a eu lieu en début d'année. Et cette ouverture permet à HPS d'avoir accès à un grand vivier de compétences dans le secteur IT et à un coût moins important. Selon le management, à compétences et formations plus ou moins équivalentes, un ingénieur coûte 50% moins cher en Inde qu'au Maroc. Un autre point serait tout simplement l'augmentation de l'activité qui va mécaniquement induire une meilleure dilution des coûts d'infrastructure. Et puis le dernier point que je voudrais mentionner, qui est en lien avec aussi la hausse de l'activité, c'est que l'augmentation de la contribution du modèle SaaS
devrait mener mécaniquement à une amélioration de la rentabilité du groupe. Tout simplement parce que ce modèle génère de meilleures marges que le modèle historique de licence. Selon le management, le modèle SaaS génère une marge d'EBIT de 30% contre 20%, je crois, pour le modèle historique de licence. Alors, nous allons maintenant passer à quelques indicateurs financiers historiques. Je ne vais pas m'attarder en détail sur chaque graphique, mais comme on peut le voir, c'est que la majorité des indicateurs affichent des taux de croissance à 2 chiffres, hormis le RNPG. Alors, je vais d'abord aborder le sujet du RNPG pour expliquer ce niveau de TCAM. En fait, tout simplement, on a en 2023 d'importantes pertes liées aux effets de change qui ont fait que le RNPG est en baisse. Ceci est dû à la revalorisation de certains actifs, notamment les créances clients. Et de plus, c'est aussi dû juste à l'intervalle qu'on a fixé. Si l'on prend juste, ou plutôt le TCAM de 2015 à 2023, il serait là aussi de 2 chiffres et s'élèverait à 12%. Concernant les autres indicateurs, on va passer brièvement sur quelques-uns. Ce qu'on peut voir au niveau du chiffre d'affaires, c'est que le groupe est en croissance continuelle avec une contribution des revenus récurrents de plus en plus importante. Et ceci montre que cette problématique a été abordée par le management il y a longtemps et que donc elle n'émane pas simplement du nouveau plan de développement. Au niveau des marges opérationnelles, on voit que là aussi, elles sont en croissance constante, mais avec une baisse des marges à partir de 2022. Alors, cette baisse, elle est principalement due à 2 faits. Premièrement, l'accélération de la R&D pour le développement de la dernière version de PowerCard, mais aussi tous les investissements nécessaires à la mise en place du nouveau plan de développement. Alors, en termes de chiffres prévisionnels, nous avons des TCAM très élevés. Comme vous pouvez le voir, au niveau du chiffre d'affaires, on a un TCAM de 15%, mais pour arriver à un chiffre d'affaires qui est tout de même en dessous des objectifs du management. Alors, ceci n'est pas dû au fait qu'on ne croit pas au plan de développement Accelerate, mais simplement qu'on préfère avoir une démarche conservatrice et donc nous n'avons pas intégré les opérations de croissance externe à notre modélisation. La dernière annonce qui est arrivée il y a un peu plus de 2 semaines concernant l'acquisition d'une société irlandaise va simplement venir renforcer notre modélisation une fois qu'on aura tous les détails nécessaires. Et donc, toutes ces éventuelles opérations de croissance externe représentent des briques de croissance additionnelles. Au niveau des revenus récurrents, nous avons préféré contenir la montée en puissance du modèle SaaS en attendant de voir la matérialisation des différentes mesures prises par le groupe. Au niveau des indicateurs de rentabilité, ils sont principalement impactés par l'ouverture du bureau en Inde, mais aussi par le plan de convergence des versions. Et enfin, le TCAM très élevé du RNPG est là aussi à mettre en lien avec un effet de base favorable dû au niveau bas de RNPG en 2023. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que si l'on revoit la slide précédente, on voit que HPS a déjà atteint, par exemple, des marges d'EBITDA de 23% ou de 23,4%. Et donc, pour nous, atteindre la marge d'EBITDA de presque 25% en 2027 est quelque chose de parfaitement réalisable. Et il en va de même pour la marge nette qui a déjà été à 13,9 ou 13% selon les années. Alors, globalement, comme j'espère vous l'avoir retranscrit, on est très positif sur la valeur. Nous avons un cours cible de 665 dirhams qui représente un upside potentiel d'environ 20%. Cette opinion positive est renforcée par plusieurs points. Premièrement, le fait que l'entreprise opère dans une industrie avec des perspectives de croissance très prometteuses. Deuxième point, au sein de cette industrie très porteuse, l'entreprise dispose d'une des meilleures solutions au monde. D'ailleurs, PowerCard a été classé comme deuxième meilleure solution au monde par le dernier rapport d'Atos Insight, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans les nouvelles technologies.
Troisième point, c'est la mise en place du nouveau plan de développement qui vise à capitaliser sur le lancement de PowerCard version 4 et la mise en place des différentes mesures qui visent à améliorer la rentabilité du groupe. Et dernier point qu'on a peut-être tendance à négliger des fois, mais qui est très important, c'est la qualité de la gouvernance du groupe. Et ce point, il a été illustré par plusieurs exemples au cours des dernières années. On peut citer par exemple les acquisitions et intégrations réussies d'ICPS et IPRC, le partenariat noué avec Capgemini pour permettre au groupe d'avoir un grand acteur au niveau mondial en soutien, ce qui va rassurer les grands clients dans les pays matures. Euh, on peut citer aussi l'accent mis sur la recherche et développement pour avoir ou pour rester plutôt à la pointe de la technologie, ou encore euh, la volonté de développer les revenus récurrents pour avoir une croissance prévisible, pérenne et durable à long terme. Alors, ceci conclut ma partie de la présentation et je laisse maintenant la parole à Ahmed. Euh, merci, Anas, pour ta présentation. Afin de poser vos questions, il y a un onglet QR au niveau de Teams où vous pouvez poser vos questions. Donc, ce que je propose, c'est de répondre à ces questions après la présentation de notre deuxième intervenant du jour, Monsieur Ahmed Roust, qui, je rappelle, est responsable analyste et recherche au sein de Valoris Securities et qui va nous parler du secteur touristique et Risma. Donc, je te donne la parole, Ahmed. Merci, Adnan. Merci. Alors, à la suite, tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde, notamment la PSB, la Bourse de Casa, pour avoir organisé cet événement. D'accord? Au fait, notre présentation va concerner globalement le secteur touristique avec éventuellement un avis sur la seule valeur cotée en bourse qui correspond au secteur. Excuse-moi, est-ce Oui? que tu peux juste partager la présentation Ok. parce qu'on ne la voit pas? Ok. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est visible ou pas. Oui, c'est bon, c'est parfait. Ok, excellent. Alors, comme je viens de dire, notre présentation va concerner le secteur touristique, avec notamment un avis sur la valeur, sur la seule valeur cotée qui correspond à ce secteur, notamment la valeur hérissement. Alors, en premier lieu, j'aimerais juste parcourir un peu l'évolution du secteur touristique avant et après la crise du Covid. Comme vous savez tous, la crise du Covid a pesé énormément sur plusieurs secteurs économiques, notamment le secteur touristique. Alors, on a perdu entre 2019 et 2020 presque 10 millions de touristes. Sauf que le secteur touristique marocain a démontré sa résilience en récupérant une bonne partie de ce qui a été perdu. Et ainsi, en 2023, on constate que le nombre de nuitées a dépassé le niveau de 2019. Donc, on est sur une bonne ligne. Alors, par type d'hébergement, j'aimerais juste souligner le fait qu'on a récupéré une bonne partie du taux d'occupation sur plusieurs gammes, à l'exception du segment luxe, où on constate toujours un écart. Et j'aimerais juste que vous gardiez à l'esprit cet écart sur la partie luxe qui va être utilisé dans notre argumentaire après. Alors, sur la partie, alors, concernant les chiffres en dirhams, on a constaté à partir de 2023, enfin depuis 2021, une accélération du rythme des recettes voyage pour dépasser le niveau de 2019 depuis 2021. On est en 2023 et le niveau des recettes MRE et les recettes voyage dépasse largement le niveau 2019. Ça dénote d'une forte puissance de notre secteur touristique qui a pu bien rebondir. Au niveau des arrivées touristiques, on a aussi dépassé le niveau de 2019, donc on est sur la bonne trajectoire, donc plus que ça a été tiré par les marchés classiques, à savoir la France, l'Espagne et le Royaume-Uni.
Même concernant les émeraudes, on a constaté une forte reprise sur les 3 dernières années, qui a permis même en 2023 d'enregistrer une croissance des arrivées dépassant 20%. Alors, globalement, qu'est-ce qui tire ça? On a constaté une certaine tendance globale au niveau du marché de la Méditerranée, à savoir qu'il y a une forte reprise essentiellement sur la partie sud de la Méditerranée, où on constate des niveaux de croissance à 2 chiffres pour les arrivées touristiques, que ce soit aussi bien pour le Maroc, pour la Turquie, pour l'Égypte, à l'opposé de la partie nord de la Méditerranée. Bon, l'explication pourrait être attribuée au fait que sur la partie sud, on a assisté à une bonne, je dirais pas dégradation, mais une bonne dépréciation des monnaies locales qui a permis que ces destinations deviennent de plus en plus compétitives par rapport aux destinations du Nord. Ceci dit, le dirham marocain ne s'est pas déprécié, ça veut dire qu'il y a une vraie orientation vers le Maroc durant les dernières années, durant les 4 dernières années. Alors, globalement, pour l'aspect de la contribution de l'État, alors l'État, à travers la SMIT, envisage de développer ce secteur en plaidant pour un renforcement de la contribution du secteur au PIB, à travers aussi la création, in fine, de 80 000 emplois directs pour le secteur touristique et 120 000 emplois de façon indirecte. Notamment à travers l'augmentation de la capacité litière du secteur pour pouvoir accueillir 17,5 millions de touristes à horizon 2026. Donc, c'est beaucoup d'objectifs qui ont été soulignés par l'État et qui devraient normalement être réalisés, d'autant plus qu'il va y avoir des événements qui devraient normalement peser positivement sur le secteur et permettre de réaliser ces objectifs. Alors, bon, justement, en parlant de ces événements, vous avez la CAN en 2025, vous avez la Coupe du Monde, Inch'Allah, en 2030, et c'est autant d'événements qui pourraient normalement dynamiser l'intérêt pour la destination Maroc et qui pourraient attirer de la croissance pour le secteur touristique sur les prochaines années. D'ailleurs, on a fait une petite simulation pour évaluer plus ou moins l'impact de la Coupe du Monde 2030 sur l'économie marocaine. Bon, en se basant sur une étude qui a été faite par rapport à la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar, on a essayé d'estimer si jamais le Maroc organise presque un tiers des matchs prévus pour 2030, on aura un impact sur le PIB entre 0,6 et 0,9%. Ça, c'est un impact plus ou moins direct, sans prise en considération des impacts indirects que pourrait avoir l'organisation de la Coupe du Monde. C'est juste pour vous dire qu'il va y avoir des éléments majeurs qui pourraient normalement peser et éventuellement donner un impact positif pour le secteur sur les prochaines années. Alors, revenons à nos moutons, revenons à l'Risma. Risma, c'est la seule valeur cotée au niveau de la bourse de Casablanca. Qu'en est-il de cette valeur? Alors, en 2023, on constate un retard encore par rapport au niveau de 2019 en termes de chiffre d'affaires, certes, bon, on pourrait dire pourquoi y a-t-il un retard sur le chiffre d'affaires, sachant qu'on est légèrement en dépassement en termes de nuitées par rapport à 2019. Je vais venir et je vais plus ou moins expliquer les choses. On constate aussi une forte reprise au niveau de la capacité bénéficiaire, surtout en 2023 par rapport au niveau 2019, qui tient compte aussi d'un facteur exceptionnel, notamment la cession des parts dans Accor. On constate aussi une reprise au niveau du RevPAR, mais à un niveau qui est légèrement meilleur que par rapport au chiffre d'affaires. En plus, on constate aussi que même si on a un retard au niveau du chiffre d'affaires, on a une amélioration du taux de rentabilité, qu'on va expliquer aussi ensuite. Alors, il y a un élément majeur que j'aimerais souligner pour le cas de Risma, c'est qu'avant 2020, on était sur un spread en termes de taux d'occupation de presque 20 points avant 2020. Après 2020, on constate que ce spread se réduit à pratiquement 9 points. Alors, quelle est l'explication? Alors, je dirais que, compte tenu du fait que on constate sur le plan sectoriel qu'il y a un retard au niveau de la reprise sur le segment luxe, sachant aussi que sur la composante luxe de Risma, on est plus ou moins sur un retard qui est plus ou moins supérieur au retard pas sur le segment moyen économique. Alors, ça veut dire que dans le fond,
ce qui explique le retard en termes du taux d'occupation, c'est que le secteur touristique n'a pas encore repris son rythme, surtout sur la partie luxe. Chose qui peut normalement se redresser dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que déjà, on aura des échéances majeures à partir de 2025 qui devraient normalement solliciter l'essentiel des hôtels disponibles pour une gamme bien définie, sachant que Risma est bien positionné géographiquement sur des villes du royaume. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient normalement permettre à Risma de doper ce spread entre le taux d'occupation national et son taux d'occupation sur les prochaines années. De deux, on constate aussi une amélioration du taux de marge, de BE de Risma qui s'explique aussi par une compression des charges qui a été faite tout au long de cette période, qui est tout à fait justifiée par le fait qu'on est entré dans un cycle difficile de réalisation en 2020 qui suscite des politiques d'optimisation de coûts et qui s'est reflété éventuellement sur le taux de marge de 2023 de Risma. Ce qui veut dire que si la société, enfin, si le groupe maintient sa structure de coûts avec une amélioration du taux d'occupation, rien ne devrait entraver une forte amélioration de la capacité bénéficiaire de Risma, hors élément exceptionnel. Alors, j'aimerais juste aussi souligner le fait qu'à travers la cession des parts de Risma dans Accor Gestion Maroc, on a aussi assisté à une réduction de l'endettement net. Bon, on est passé d'un niveau de dette de 2019 d'un gearing de 94%, actuellement 89%. Quel est l'impact? L'impact, c'est que la moyenne du coût d'endettement est aux alentours de 6%, 6,6% en calculant sur la base 2023. Donc, si jamais il va y avoir une baisse de l'endettement, ça veut dire qu'implicitement, il pourrait aussi y avoir une réduction du coût de financement qui normalement devrait se refléter par une amélioration du résultat financier lors des prochains exercices. Alors, autre chose que j'aimerais souligner, c'est qu'à la suite des éléments précités, on a assisté à une amélioration de la rentabilité de l'actif de Risma qui tient compte d'une baisse, enfin, d'un allègement de la taille de l'actif de Risma avec une amélioration du résultat net qui a permis à Risma de dégager son meilleur ROA depuis plusieurs années. En termes de gestion d'actifs, on constate que Risma accentue sa gestion, son BFR. D'ailleurs, on constate un pilotage du niveau de créances clients qui se maintiennent à 13 jours chiffre d'affaires, même si on est en phase de relance, ça veut dire qu'il y a un vrai regard et une vraie gestion de son total bilan. Alors, sur la base de ce qui a été présenté, on a prévu une croissance du chiffre d'affaires qui va tenir compte d'une amélioration du taux d'occupation de Risma, comme on vient de le souligner, qui va tenir compte d'un côté de l'amélioration du taux d'occupation national, en plus d'un redressement sur la partie luxe qui normalement devrait bénéficier au spread entre le taux d'occupation de Risma et le taux d'occupation sectoriel, qui devrait normalement permettre une accélération de la croissance du chiffre d'affaires et, in fine, permettre à Risma de réaliser une croissance de son résultat net sur les prochains exercices. Alors, sur la base de ce qui a été présenté, on ressort avec une valorisation de Risma de 276 qui, normalement, devrait donner un upside de 15%. Voilà, globalement. Et Adnan, à toi la parole. Merci Ahmed pour ta présentation et nous ne manquerons pas de te transmettre les questions des participants. Donc déjà nous avons en fait des questions pour Anas. Alors parmi les questions, on a une question. Alors comment s'inscrivent les réalisations de 2023 dans le cadre du plan de développement? Alors, les réalisations de 2023 étaient globalement en ligne avec les objectifs établis par le management dans le cadre du plan de développement Accelerate. En termes d'évolution du CA, le plan de développement tablait sur un TCAM compris entre 16 et 24%
Le CA a augmenté de 18% en 2023. En termes de marge d'EBITDA, elle a été en très légère augmentation alors que le management tablait sur une stabilisation du fait des investissements nécessaires à la mise en place des différentes mesures dont on a parlé précédemment. Et puis, on a eu l'ouverture du bureau en Inde et au Canada qui étaient là aussi des choses annoncées dans un futur relativement proche par le management. Et récemment, c'était pas en 2023, plutôt en 2024, mais on a eu l'annonce de la première opération de croissance externe qui là aussi s'inscrit pleinement dans le cadre du plan de développement. Bien. Merci beaucoup Anas pour la réponse. Alors, nous avons une question pour Ahmed. Quel était le catalyseur réel derrière la reprise du secteur touristique au Maroc et que pensez-vous de la faisabilité de la feuille de route en 2023? Pour répondre à la question, je vais juste rebondir sur ce que je viens de dire. Déjà, on a constaté un intérêt pour la partie sud de la Méditerranée par rapport à la partie nord, qui tient compte aussi de la compétitivité de la partie sud, d'autant plus que sur la partie nord, on a assisté à une inflation prépondérante qui fait que on est beaucoup plus compétitif que ces destinations au nord, d'un côté. De l'autre côté, la destination marocaine bénéficie d'un intérêt un peu, bon, on pourrait dire aussi qu'il y a eu un effet positif du récent flux d'informations liées au pays, notamment par exemple la Coupe du Monde 2022 et autres. Et en plus, on constate un retour ou une reprise des arrivées touristiques, que ce soit pour les touristes, que ce soit pour les émireux. Donc c'est tout un paquet d'éléments positifs qui a poussé vers une reprise vers une reprise du secteur touristique à partir de 2021-2022. Alors, qu'en est-il la feuille de route? Alors, je dirais qu'elle est plus ou moins ambitieuse et elle bénéficie de ce qui va venir après. Parce on aura deux événements majeurs. La Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, ces deux événements en moins de 5 ans qui devraient normalement attirer beaucoup d'intérêt, que ce soit pour les investisseurs, que ce soit pour les tours et les agents de voyage. Donc, il va y avoir beaucoup d'intérêt pour le pays et c'est aux opérateurs de bien se positionner. D'ailleurs, bon, l'État, à travers la SMIT, a déjà établi une feuille de route avec des objectifs plus ou moins ambitieux, notamment un renchérissement de la capacité litière. Et c'est juste aux opérateurs privés de prendre, d'assurer et de suivre le banc. Voilà. Merci beaucoup Ahmed, pour la réponse. Alors, nous avons une deuxième question pour Anas. Que pensez-vous de l'avenir d'activité switching? Alors, selon moi, l'activité switching a un très bel avenir. Euh, Au Maroc, le taux de détention de compte bancaire est encore assez faible. Je crois qu'il est légèrement au-dessus des 50%. Et on effectue moins de 10 opérations de paiement par carte. Chaque année encore, au Maroc, on utilise principalement notre carte pour des opérations de retrait. Et donc, le nombre d'opérations de paiement ne cesse d'augmenter d'une année à l'autre, avec un taux de bancarisation qui demeure assez faible. Et donc, l'activité ne peut faire que croître à l'avenir. En fait, depuis son acquisition en 2016, la seule année où l'activité n'a pas enregistré de forte croissance a été l'année de la crise sanitaire. Mais globalement, elle est destinée à un très bel avenir avec des taux de croissance à 2 chiffres à moyen terme. Merci beaucoup pour la réponse. En fait, j'ai une question pour Ahmed. Oui. Oui. Oui, j'entends. Du groupe hôtelier. Je n'ai pas entendu la question. Alors, je répète, Risma a connu d'importantes restructurations en 2023, notamment avec le changement de ses partenariats et la cession des parts d'accord. Comment ces changements ont-ils influencé le groupe hôtelier?
Alors, effectivement, 2023 a été une année très, très spéciale pour Risma, tant plus qu'on assiste à la venue d'un nouvel actionnaire et la sortie de groupe Accor. Alors, quel est l'impact pour Risma? Alors, déjà, il y a pas d'exclusivité avec Accor. Donc, le nouvel actionnaire a toute la liberté de développer des partenariats avec d'autres groupes, d'un côté. Alors, sachant qu'il a déjà des contrats de gestion avec le groupe Accor sur les actifs de Risma, donc il ne va pas y avoir de changement au niveau des actifs qui sont détenus actuellement, mais il pourrait y avoir de nouveaux partenariats avec d'autres groupes hôteliers. En plus, qu'il pourrait même se positionner sur d'autres villes, sur d'autres régions. Donc, c'est déjà un point positif. Bon, un deuxième point, c'est que, bon, on a Dernière assisté. question pour. Oui. Allô? Euh, Oui, oui. je vais juste finir la réponse. Alors, sur Ah, un pardon, autre désolé. point, Allez, allez. il n'y a pas de souci. Alors, sur un autre point, c'est par rapport au nouvel actionnaire, c'est que c'est un actionnaire qui aussi a l'expertise en termes de gestion haut de bilan, donc il pourrait plus ou moins bien revaloriser l'actif, va faire des opérations tant plus que c'est le seul groupe hôtelier qui a un accès au capital, accès à l'appel public à l'épargne. Donc, il pourrait y avoir une accélération du rythme d'investissement. Il pourrait y avoir pas mal de choses qui pourraient se faire sur Risma par rapport à l'ancien modèle. Voilà. Très bien, merci Ahmed. J'ai une Ouais. dernière question pour Anas Khalfi, une dernière pour Ahmed. Alors pour Anas, comment expliquez-vous les mauvaises performances récentes de l'activité testing? Alors, en effet, sur les dernières années, l'activité testing a été les revenus de l'activité testing ont été en diminution constante. Alors, cette baisse des revenus s'explique globalement par un contexte défavorable. On a eu d'abord la crise sanitaire, puis la guerre en Ukraine, puis l'inflation qui ont fait que le contexte économique en Europe était globalement défavorable. De ce fait, les projets de digitalisation, en général qui ne font pas partie intégrante de l'activité des clients, voient leurs priorités passer au second plan. Et donc, HPS a dû faire face à plusieurs reports de projets, mais pas d'annulation. Par conséquent, il pourrait y avoir assez rapidement une reprise de l'activité une fois que le contexte économique global s'améliore. Merci. En fait, on a une question par rapport à Risma, Oui. par rapport au tourisme plutôt. Est-ce que l'on s'attend à un impact important pour la CAN 2025? Mhm. Alors, Euh, oui. Ne serons-nous pas confrontés à une suroffre après 2030 devant autant d'investissements pour ces événements sportifs ponctuels? Alors, j'aimerais juste souligner quelque chose, c'est que, comme on vient de dire, alors on a déjà un retard en termes de reprise du taux d'occupation, surtout sur la partie luxe. Et donc, par la force des choses, la venue des équipes et de l'entourage des équipes, etc., va faire en sorte qu'il va y avoir une forte sollicitation des hôtels, beaucoup plus sur les hôtels bien placés. Et Risma a l'avantage de bien se placer géographiquement sur plusieurs villes, notamment sur Marrakech, sur Agadir et d'autres. Donc, par la force des choses, Risma devrait normalement profiter de cette venue massive à partir de 2025. Est-ce qu'il va y avoir une suroffre? Ben déjà, avec ce qu'on a déjà actuellement, je pense qu'on a toujours un bon potentiel de développement. Si on compare juste le Maroc avec d'autres pays de la région, avec l'Espagne, avec le Portugal et autres, on est en dessous de la capacité, en dessous du potentiel que pourrait, par exemple, accueillir un pays tel que le Maroc avec des rives aussi bien sur la Méditerranée que sur l'Atlantique. Donc, je pense que ce n'est absolument pas une question de suroffre. Au contraire, ça pourrait être même le déclic pour pouvoir faire en sorte que le secteur touristique représente nettement plus que ce qu'il représente actuellement sur les 20 prochaines années. Voilà. À condition que les choses se font à la meilleure manière. Très bien, merci beaucoup Ahmed pour la réponse.
Merci beaucoup pour ces réponses, mesdames et messieurs. Il me semble que nous allons clôturer ce débat car nous n'avons plus de questions. Je remercie infiniment les deux intervenants, M. Anas Khalfi, analyste financier recherche au sein de CFG Marché, et M. Ahmed Rouge, responsable analyse et recherche au sein de Valoris Securities pour votre intervention et votre temps. Nos remerciements également à tous les participants ainsi qu'à nos partenaires NTSoft et SIX. Je vous donne rendez-vous le 11 juin prochain, même heure et même endroit, pour le deuxième webinaire avec Mme Lamia Jbour qui va nous parler du secteur minier. Voilà pour ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre attention et très bonne fin de journée. Merci Ednan. Merci à tout le monde. Merci.